Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous ce midi pour ce webinaire consacré à la présentation de l'outil Rémanence. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. La présentation est également enregistrée. Vous recevrez l'enregistrement par courriel après l'événement et l'enregistrement sera disponible sur notre chaîne YouTube aussi. Donc, parlant de chaîne YouTube, je vous invite à suivre nos réseaux sociaux si vous ne les suivez pas encore. Donc, vous avez à l'écran ceux de la puce et ceux d'Innovlog. Vous avez également les codes QR, là, on vous facilite la vie. Donc, passons maintenant à l'essentiel. Nos intervenants aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Alide Garcia, directrice générale de l'APUS Ressources informatiques. Madame Garcia accompagne les organisations dans leur transformation numérique, l'optimisation de leurs pratiques et leurs projets de formation depuis 15 ans. Madame Garcia est reconnue pour son leadership mobilisateur, son approche humaine et sa vision stratégique. Nous accueillons également mon collègue Geoffrey Prévost, chargé de projet et chercheur chez Innoblog, où il pilote des initiatives qui allient l'ingénierie logistique, les sciences sociales et l'innovation numérique. Candidat à la maîtrise en génie de l'innovation à l'ETS, ses recherches portent sur les facteurs cognitifs et comportementaux qui influencent justement le mindset numérique des individus. Dans le cadre de Rémanence, Geoffrey a agi à titre de co-développeur principal. Il travaille sur la conception du cadre conceptuel, la structuration du questionnaire et des profils, ainsi que, overall, toute la coordination du projet. Donc, sur ce, installez-vous et découvrons ensemble Rémanence. Je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Marie-Aline. Merci Ignovlog et merci à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui avec nous. Il me fait plaisir de faire partie de ces beaux projets. Et avant de donner la parole à Geoffrey, j'aimerais vous parler pour les personnes qui ne connaissent pas encore la puce, de vous dire en quelques mots qu'est-ce qui fait la puce. Donc, la puce Ressources informatiques est un organisme communautaire qui existe depuis un peu plus de 40 ans déjà. Et notre mission est celle de contribuer de façon significative à l'appropriation des technologies numériques, autant que des organisations que des personnes qui sont à risque d'exclusion numérique. Et depuis 40 ans, nous avons plusieurs projets, plusieurs types de services que nous offrons à la population dont un programme d'insertion à l'emploi pour les personnes qui sont éloignées du marché du travail, mais aussi des technologies. Donc, on accompagne ces personnes-là. On accompagne aussi les employés des organismes communautaires à monter en compétences numériques afin que leur organisation soit capable de bien accomplir la mission sociale. Et on a plusieurs projets, un projet qui s'adresse aux personnes de 50 ans et plus pour les aider à acquérir les compétences en littératie numérique de base. Des projets aussi inspirants avec les jeunes de 18 à 35, à 30 ans, des projets de développement puis d'innovation. Et depuis quelques années, on a décidé de ouvrir les services conseil en transformation numérique. Et c'est dans ces contextes-là que on s'est connus avec Geoffrey puis Ignovlog. Donc on a travaillé ensemble en fait pour la mise en place de notre service des services conseils. Et dans cette perspective-là, on avait l'initiative de créer un projet qui permettait aux organisations d'évaluer, mais à la fois aller plus loin dans une perspective de transformation numérique. Et c'est dans ces contextes-là qu'est né ce beau projet qu'on va vous présenter aujourd'hui, dont la plus, la contribution, je dirais, c'était plus au niveau de la conception, le questionnaire, on a mis en jeu en fait notre expertise avec le milieu communautaire. Et après tout le reste de ce beau travail, ben, c'était chapeauté pour Geoffrey. Puis c'est vraiment un projet qui est très inspirant, que je pense qu'on a beaucoup de potentiel à développer, puis on va vous inviter en fait à découvrir avec beaucoup d'ouverture. J'aimerais juste vous partager pour finaliser que la puce, en fait, on est quand même une équipe une quinzaine de personnes, mais qu'on on fait quand même beaucoup de choses.
Juste pour vous donner une idée, en fait, l'année passée, on a accompagné entre notre programme de formation puis le service conseil environ 363 organismes. On a eu 2798 participants à notre programme de formation, tous les programmes confondus, et on a eu à peu près 12 400 participations, c'est-à-dire que beaucoup de ces personnes qui sont venues à notre programme sont venues plusieurs fois en fait à nos activités, ce qui pour nous est quand même un constat intéressant, qu'on est quand même une ressource qui est très sollicitée pour les accompagnements pour les organisations. Et en total, on a dispensé plus de 6 800 heures de formation et consultation. Donc, c'est un peu dans ces contextes, en fait, qu'on a trouvé pertinent de se mettre ensemble avec Innovlog pour développer un outil qui permettrait aux organisations d'explorer la transformation numérique. Donc, je te permets, Geoffrey, de présenter ces beaux projets et merci à tout le monde d'être là aujourd'hui. Parfait. Merci, merci Maria-Lide. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je fais juste pour être sûr que tout le monde voit bien mon écran. Oui, on voit Euh, je- bien. Parfait. Donc, avant de commencer, quelques mots sur Innovlog pour ceux et ceux qui nous connaissent moins. Donc, Innovlog, on est un centre collégial de transfert technologique, un CCTT, spécialisé en logistique et transport. On est affilié au Cégep André Laurando, puis on est membre du réseau des CCTT Synchronex. Donc, notre mission, ben, c'est accompagner les PME et les organisations dans leur développement, que ce soit à travers des travaux de recherche appliquée qui sont plus orientés terrain ou des accompagnements en transformation numérique ou en optimisation logistique. Concrètement, ça va de l'optimisation du transport avec modélisation et simulation, au test de nouvelles technologies, à la conception d'outils adaptés aux réalités des organisations. Donc, on est d'ailleurs actif en ce moment dans le deuxième volet du programme Mon succès numérique. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous approcher ou à approcher le réseau Synchronex. Puis, c'est aussi dans ce contexte que s'inscrit le projet qu'on vous présente aujourd'hui. Puis avant, je voulais faire aussi un petit mot. Cette présentation, on essaye d'être le plus inclusif possible en intégrant les normes épicènes. Puis pour nous, c'est important parce que ce genre de projet a quand même une visée d'inclusivité. Donc n'hésitez pas à nous faire nos retours si vous voyez des améliorations à apporter parce qu'on est encore en apprentissage dans le côté inclusif de nos présentations. Donc, je vais maintenant vous inviter à réfléchir avec moi à une question qui nous semblait fondamentale. Et si la clé de notre transformation numérique eh ben, était une question d'état d'esprit. Donc, ce n'est pas une question rhétorique, c'est vraiment une question qu'on s'est posée et que le terrain nous a amené à explorer sérieusement. Donc, on peut voir en ce moment qu'il y a beaucoup de signaux clairs que cette question est d'actualité. Je pense qu'il y a quelques semaines, il y a l'ADRIC qui lançait Numéri, une initiative du MEIE qui justement vise à reconnaître l'excellence en accompagnement numérique au Québec. Il y a le Conseil de l'innovation du Québec qui déploie ses conseillers et conseillères en innovation auprès des entreprises et des organisations. Puis on peut voir que l'innovation, qu'elle soit sociale ou technologique, prend une part importante. Il y a aussi le programme DataEd qui est porté par Nord Ouvert, puis qui est soutenu par le CSMO ESAC, qui accompagne les organisations communautaires justement dans leur transition numérique à travers des formations et des exercices pratiques. Donc on voit qu'il y a vraiment une volonté collective dans notre écosystème de mieux structurer l'accompagnement et aussi de s'assurer que les organisations puissent aussi s'autonomiser. Donc c'est vraiment dans cet écosystème que s'inscrit Rémanence, un outil qui a été conçu pour aider l'ensemble des parties prenantes. Puis je suis vraiment content de pouvoir vous en parler, puis de pouvoir vous le montrer. Donc il y a quatre choses qu'on va faire ensemble aujourd'hui. D'abord, on va commencer par regarder ce que le terrain nous a appris. Ensuite, on va poser un peu plus le cadre conceptuel, qu'est-ce que le mindset numérique, pourquoi on croit que c'est le bon concept justement pour saisir la réalité des organisations. Puis on va vous présenter l'outil qu'on a développé à partir de tout ça. Puis on va terminer avec
les possibles perspectives. Donc, tout d'abord, pour parler d'état d'esprit et de posture, il faut d'abord montrer d'où vient la question. Donc, ce qu'on a pu observer sur le terrain, c'est que souvent, il y a des outils qui sont disponibles, parfois qui sont déployés, payés, configurés, mais qui sont sous-utilisés, voire pas du tout utilisés. Il y a aussi des formations qui sont offertes, les gens y participent, ils prennent des notes, puis quelques semaines plus tard, bah, il n'y a pas eu de changement où il y a eu des retours en arrière. Il y a des résistances aussi qui émergent, et puis on les qualifie de conservatisme, alors qu'elles cachent souvent quelque chose de plus profond. Donc, pour documenter ça, on a eu deux sources principales. D'abord, bah, le projet LTI3 qui était en partenariat avec le MEIE et qui a été porté par Innovlog. Donc ça nous a amené à accompagner les PME du secteur du transport québécois dans leur transition numérique. Puis on a aussi fait des entretiens dirigés et réalisés dans le cadre du projet DataAid pour le premier volet. On en a fait auprès de 16 organisations communautaires. Puis ce qui a été frappant, en fait, c'est la convergence. Malgré le fait que c'est des milieux très différents, bah, il y a eu quand même les mêmes blocages. Donc, dans les PME, la posture de la direction est souvent un facteur décisif. Puis l'adhésion des équipes, c'est vraiment un enjeu important. Puis ce qu'on cherche finalement, c'est plus construire une capacité d'adaptation durable et pas juste implanter une solution technologique ou un logiciel. Puis du côté des organisations, bah, c'est ça, on a des équipes au profil très varié. Le vocabulaire numérique, bah, il est perçu un peu comme étranger à la mission. Des fois, elles se sentent seules dans leur transition, sans repère, puis qu'elles ne peuvent pas parler le même langage avec leurs accompagnateurs. Donc, il est ressorti une conclusion commune, et c'est ça qui a été le point de départ de tout ce qu'on va vous présenter là. C'est que dans les deux cas, on est face à une question de posture et de culture organisationnelle, et pas juste d'accès aux technologies. Donc, chez Innovlog, ben, on a toujours eu la conviction qu'avant de proposer des solutions, il faut écouter et comprendre. Et on voulait donner un nom à cette posture d'entrée, quelque chose qui serve de point d'ancrage pour l'accompagnement et l'autonomisation des PME et des organisations communautaires. Donc, c'est à travers l'exploration de la littérature, ben, on a pu voir qu'il y avait une galaxie de concepts qui gravitent autour de la transformation numérique. Donc, il y a la littératie numérique, la maturité numérique, l'auto-efficacité face aux technologies de l'information, puis la sagesse numérique. Puis chacun de ces concepts éclaire une facette réelle, mais aucun ne couvre à lui seul l'ensemble de la réalité organisationnelle. Puis c'est un peu comme essayer de comprendre un écosystème en regardant qu'une espèce à la fois. Donc on avait besoin de cette approche intégrée. Et c'est là que le mindset numérique nous a semblé être l'angle le plus prometteur, pas juste comme seul concept, mais aussi comme point d'entrée dans une réflexion plus complète, parce qu'on va le voir par la suite, le concept de mindset numérique qui doit encore évoluer. On doit trouver aussi une définition commune et peut-être amplifier son sens pour que ça ait une résonance pour tout le monde. Donc, on va regarder aussi pourquoi chacun de ces concepts pris isolément, eh ben, ils ne se suffisent pas à eux-mêmes. Donc, la littératie numérique, ça, c'est plus la capacité à comprendre et à utiliser les technologies. Donc, ça, c'est fondamental, mais ça ne dit rien sur la culture organisationnelle ni sur la capacité à orienter ses propres choix numériques. On peut avoir une équipe qui est très alphabétisée numériquement et avoir quand même une organisation qui avance pas pour autant. Il y a la maturité numérique, donc ça évalue le niveau d'avancement technologique. C'est utile pour un état des lieux, mais ça mesure surtout les systèmes et les processus, pas la posture des personnes ou des organisations, ni leurs croyances face au changement. L'auto-efficacité numérique, donc ça, c'est plus la confiance qu'a un individu dans sa capacité à utiliser les technologies. Donc, c'est une dimension psychologique qui est importante, mais qui reste assez individuelle. Ça capture pas la dynamique collective. Puis, il y a la sagesse numérique. Donc, ça, c'est plus une approche critique et réflexive du rapport aux technologies. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire, qui est intéressant, surtout avec, on peut le voir que on peut voir la sagesse numérique plus importante maintenant avec l'IA, mais c'est difficile
à opérationnaliser dans des organisations qui sont dans l'urgence du quotidien. Donc, ce qu'on voulait, bah, c'était une approche intégrée qui était organisationnelle puis évolutive, qui va justement relier le côté compétences, posture, culture et responsabilité. Puis c'est exactement ce que le mindset numérique, tel qu'on conceptualise, cherche à couvrir. Donc, je vais expliquer rapidement qu'est-ce que le mindset numérique. Donc, il y a 4 dimensions qui doivent être comprises ensemble. C'est des notions qui sont arrivées l'une après l'autre et qui n'ont pas été intégrées au départ. Donc, il y a la dimension cognitive. Ça, c'est plus les schémas de pensée qui vont structurer la compréhension du numérique, c'est-à-dire comment une organisation, elle conçoit le rôle du numérique dans son travail. Il y a la dimension attitudinale. Donc ça, c'est les croyances et l'ouverture face au changement. Donc là, c'est le numérique. Est-ce qu'il est perçu comme une menace ou une opportunité? Il y a la dimension comportementale. Donc ça, c'est plus les pratiques concrètes d'exploration, d'apprentissage et d'usage. Qu'est-ce qu'on fait vraiment? Est-ce qu'on expérimente? Est-ce qu'on partage? Puis tout le monde a une façon différente d'apprendre aussi. Donc, puis pour finir, il y a la dimension capacitaire. Donc ça, c'est plus la capacité à comprendre justement bah, la logique numérique et à apprendre en continu. Donc, c'est pas juste savoir utiliser un outil, c'est comprendre comment il fonctionne et continuer à apprendre quand il se développe et qu'il change. Puis je voulais aussi souligner la phrase en bas de cette diapo. Donc, le mindset numérique, bah, il s'élargit vers l'éthique, l'impact environnemental, puis la pensée critique face à l'IA. Puis ces dimensions, bah, elles concernent directement les politiques publiques et les programmes d'accompagnement. Donc, c'est vraiment une direction importante pour la recherche à venir. Donc, rémanence. Donc, déjà, pourquoi rémanence? Donc, le nom, ça vient d'un phénomène physique qui est la rémanence. C'est ce qui reste, c'est ce qui persiste après qu'on a retiré le stimulus. Donc, on émet cette idée que parce qu'elle dit quelque chose d'important, parce que ça dit quelque chose d'important, ce qu'on cherche dans la transformation numérique, c'est pas d'avoir un effet immédiat qui disparaît à la fin d'un accompagnement ou d'un programme. C'est vraiment un changement de posture qui va rester, durer, puis qui va devenir structurant pour l'organisation. Et en fait, l'outil, ben, il est né justement de la convergence de plusieurs réalités qu'on vivait chez Innoblog, que ce soit les accompagnements qu'on fait depuis plus de 10 ans, puis aussi, ben, le programme LTI 3, ça nous donnait aussi un besoin concret, celui bah, de devoir aussi évaluer l'impact réel d'un programme d'accompagnement sur les postures et puis de répondre aussi aux enjeux des PME québécoises. Puis il y avait aussi le programme DataAid, puis le rapport qu'on a fait autour de ça, qui nous ont permis justement d'identifier le mindset organisationnel comme une lacune centrale dans les enjeux des PME et des organisations. Puis aussi, ben, les échanges qu'on a eus avec le milieu du conseil, comme nos échanges avec la puce, ben, ça a aussi pu confirmer qu'il y avait un manque de visibilité sur les projets de transformation numérique, puis qu'il fallait aussi avoir toutes les cartes en main pour aider au mieux les organisations dans leur développement. Donc, fait. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va pouvoir voir l'outil. Donc, je fais, euh, parfait. Donc là, vous pouvez voir, c'est le site Rémanence. Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu le parcours qu'il y a à faire pour entrer dans l'outil. Donc, on a essayé d'expliquer qu'est-ce qu'était le projet. C'est aussi un projet de recherche, donc expliquer comment Rémanence a été conçu, quelle est l'approche et aussi bah, découvrir tout le projet qu'il y a derrière cet outil. Donc, puis comme vous pouvez le voir, on a essayé aussi de faire une DA qui soit plus organique parce qu'on voulait quelque chose qui change de ce qu'on voit dans la transformation numérique, et ce qu'on peut voir aussi avec la maturité numérique, où on voit souvent des processus, des processeurs ou des outils technologiques. Là, on voulait que
que ça corresponde à quelque chose de nouveau pour que notre message, que le message soit compris à travers l'outil. Donc, on voulait remercier aussi Catherine Barbe, qui est l'illustratrice, qui est une artiste de Gatineau, puis qui a permis vraiment de comprendre l'essence de ce qu'on voulait faire. Donc, maintenant, on va pouvoir rentrer dans l'outil. Donc, voilà. Donc là, ce que vous voyez, donc là, c'est un tableau de bord. Je fais au début, avant de faire le questionnaire, ça, ça va être vide. Il n'y aura pas toutes ces informations, mais vous allez pouvoir, ça va être un peu le lieu central pour passer d'un onglet à l'autre et puis ça va aussi centraliser toute l'information qu'on a. Donc, en fait, à quoi ça va ressembler quand vous allez vous inscrire? Au départ, on va vous poser des questions plus sur le détail de l'organisation. On va vous demander aussi si c'est plus secteur privé ou organisation communautaire pour que les exemples et les explications soient plus en lien avec la réalité de, euh, du terrain. Donc, puis une fois que vous êtes entré, vous allez arriver directement sur le questionnaire. Donc, avant d'aller plus dans les détails, je vais vous montrer à peu près à quoi ressemble le questionnaire. Donc, vous avez une diversité de questions. Donc, la plupart des questions, c'est il y a 25 questions, mais la plupart des questions, justement, euh, elles sont à choix, fait avec un choix unique. Mais après, vous avez aussi quelques questions qui sont à choix, qui peuvent être à choix multiples. Et puis aussi, je fais comme ce style de questions ou des questions aussi à priorité où on va vous demander de cocher les 4 réponses qui s'alignent le mieux avec votre vision. Donc, puis là, comme vous pouvez le voir, l'objectif aussi à travers ces questionnaires, c'était aussi d'avoir un volet apprentissage parce que le but, c'est qu'à travers l'autodiagnostic que fait l'organisation, c'est aussi qu'elle puisse comprendre peut-être des notions, des concepts qui entourent la transformation numérique qui sont peut-être peu connus ou des fois qui sont mélangeantes. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, il y a des exemples qui sont liés aux réalités. Donc, et puis, c'est adapté au milieu communautaire puis au milieu privé pour que les gens puissent comprendre selon leur propre réalité. Donc, l'objectif, là, vous voyez, vous avez exemple et explication. Donc, comme je dis, ça fait peut-être beaucoup de texte, mais ça va permettre quand même d'avoir une idée des enjeux et puis d'avoir des exemples et puis aussi de guider à travers le questionnaire. Puis le but, c'est aussi d'avoir vos retours pour voir si ça vous aide à travers ces questions. Donc, il y a 5 dimensions qui sont stratégie et planification, compréhension et positionnement, engagement et mobilisation, capacité et ressources, puis collaboration et mutualisation. Donc, l'objectif, justement, c'était de prendre, comme on l'a vu tout à l'heure, avec ces ensembles de concepts, avoir toutes ces notions un peu à intégrer. Donc, il y aura des choses en rapport avec le côté littératie, en rapport avec le côté sagesse numérique, le côté collaboration, perspective. Donc, le but, c'était vraiment d'englober le tout. Puis, donc, ces 25 questions, euh, comment ça fonctionne là actuellement, on encourage les organisations à le remplir en équipe. Comme ça permet d'avoir une idée avec l'ensemble des personnes. Pour l'instant, on veut qu'il y ait juste un questionnaire, mais ça sera à voir par la suite si on le ferait remplir par plusieurs personnes. Mais pour l'instant, on voudrait que ce soit un questionnaire par organisation. Et le mieux, ça serait que tout le monde ça permet aussi d'être en équipe et d'avoir un peu les retours de chacun, puis les perceptions de chacun
par rapport à l'enjeu des projets de transformation numérique. Donc, je vais pas passer à travers toutes les questions, mais là, comme je disais, là, ça peut être à choix, puis l'objectif, c'est de pouvoir ressortir quelque chose à la fin. Et puis, une fois que vous avez fini votre projet, votre, euh, ça va vous sortir un résultat. Donc, va avoir votre score. Donc, le score, c'est pas quelque chose de très important. Là, on n'est pas dans un match de série comme de la victoire ou du Canadien. Là, je fais le score nous importe peu. Là, c'est vraiment, nous, en fait, si on a mis un score, c'était plus pour le côté études et recherches pour voir justement quel est l'impact d'un programme ou d'un accompagnement, ou l'impact, et puis l'impact aussi de l'outil. Si quelqu'un veut, si une organisation, à travers les recommandations, veut faire les choses par elle-même. Donc, le but du score, là, c'est plus pour essayer de voir l'impact, parce que, en fait, comment ça va fonctionner, avant l'accompagnement ou avant le début de votre projet de transformation numérique, vous allez répondre au questionnaire, ça va vous donner un score, puis à la fin de l'accompagnement ou de votre projet, fait, on va vous inviter à nouveau à remplir le questionnaire pour essayer de voir s'il y a eu une évolution ou un changement par, par rapport au projet. Puis c'est pour ça aussi qu'à la fin, on pose la question, est-ce que vous avez répondu pour vous ou une autre organisation? Puis qu'on demande aussi, est-ce que le résultat correspond à vos attentes? Parce que l'objectif, c'est de voir aussi si les profils, à travers les questions, correspondent à ce que les gens attendent pour savoir si justement il y a des changements et tout à faire. Parce que là, c'est ça, on commence la phase de test. Donc, on va vouloir voir s'il y a des changements à apporter au fur et à mesure, parce que ça reste un projet qui est, qui doit se développer, qui doit vivre. Donc, on, on, on attend vos retours aussi pour améliorer. Puis, par exemple, si vous marquez que c'était pas ce à quoi vous vous attendez, vous pouvez dire si vous pensiez avoir un niveau plus haut ou plus bas. Donc, cette partie-là, c'est vraiment pour la partie recherche. Donc, fait, et puis, une fois que vous avez votre profil, donc là, vous allez pouvoir aller voir votre profil plus en détail. Donc, comme j'ai dit, là, je fais le score, que vous ayez 13 ou que vous ayez 60 ou que vous ayez 85, il a pas vraiment d'incidence parce que ça ne veut pas dire que ça veut juste dire que vous n'êtes pas rendu au même niveau, mais il y a rien de mal à avoir un plus petit score qu'un autre, c'est juste que vous êtes rendu euh, à une autre étape du processus de la transformation numérique, mais quel que soit ce que vous avez à faire, ça va vous demander un effort à peu près égal. Nous, quand on accompagne des organisations et des PME, ça peut aller de faire des formations sur Teams pour que ça soit le mieux utilisé. Je fais à l'intégration de l'IA. Donc, je veux dire, quoi qu'il arrive, ça va vous demander un effort pour l'entreprise, ça va demander l'adhésion, puis un état d'esprit par rapport à la mise en place du projet. Donc, fait, quel que soit votre profil, fait, il y a des choses à faire, et puis ça va construire justement votre feuille de route par la suite. Donc là, ce qu'on peut voir, quand vous avez répondu post-accompagnement, au pré-accompagnement et au post-accompagnement, vous allez pouvoir voir votre score et l'évolution qu'il peut avoir. Il y a le score de l'organisation, donc là, ça prendra le dernier score que vous avez, donc celui de poste. Il y a le score du milieu, donc si vous êtes plus milieu communautaire ou plus le milieu privé. Puis le score global qui, elle, est la moyenne de l'ensemble des milieux. Donc là, c'est juste pour avoir une idée par rapport aux différents milieux et tout. Mais comme je dis, que vous soyez au-dessus, en dessous ou dans la moyenne, ça n'a pas.
Ça n'a pas d'impact. C'est plus pour avoir un portrait de la transformation numérique dans l'écosystème québécois. Puis à chaque fois, vous allez avoir, comme on a dit, là, on a fait des illustrations plutôt organiques pour, euh, pour les profils. Puis à chaque fois, vous allez avoir un texte qui va expliquer votre profil. Et puis le but, c'est ça, quel que soit votre profil, c'est d'être positif et de montrer qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis, de pouvoir avancer par rapport à où vous en êtes dans votre processus de transformation numérique. Puis vous allez pouvoir voir vos profils par dimension, avoir aussi vos scores par dimension. Ça peut permettre de voir où il faudrait peut-être mettre l'emphase dans vos projets, voir si on fait quelque chose d'intégré pour faire évoluer le tout. Donc, c'est aussi, ça peut permettre d'avoir une vision un peu plus micro des besoins. Puis en fait, à partir de là, on a aussi mis des leviers d'action. Donc là, les leviers d'action, c'est des recommandations qui pour l'instant sont liées à votre profil. Donc, si vous avez le profil 1, 2, 3, 4 ou 5, bah, si vous avez le 3, tout le monde va avoir les mêmes recommandations. Pour l'instant, c'est comme ça que ça a été fait. Donc, le but, c'est juste de donner quelques recommandations. Peut-être si vous voulez démarrer un projet avant un accompagnement ou voir les choses qui vont être mises en place, qu'il faudrait peut-être mettre en place ou des choses comme ça. Donc, c'est aussi pour faire place à l'idéation et voir qu'est-ce qui peut être fait dans votre projet de transformation numérique et qu'est-ce qui peut être amené à être fait durant votre accompagnement. Donc là, c'est ça. On a bien défini que ces leviers, pour l'instant, étaient plus basés sur l'expérience qu'on a des accompagnements, aussi du retour du milieu du conseil. On l'a fondé aussi sur des processus documentés de maturité et de gouvernance fait par rapport à notre expertise, puis nos connaissances, le fait d'avoir collecté des données au fur et à mesure de nos projets, ça a, ça a permis de définir différentes recommandations. Donc, puis c'est ça, comme j'ai dit, on voudrait que cet outil évolue. Donc, au fur et à mesure qu'il va être testé, mis en place, qu'on va avoir des données, on voudrait peut-être après, en ayant assez de données, faire de l'apprentissage automatique, puis qu'on commence à avoir des recommandations et des leviers d'action vraiment personnalisés au type de réponse. Mais ça va venir une fois que ça sera plus utilisé. Et puis, donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose, par la suite, d'avoir comment dire, faire une plateforme qui puisse encore être utilisée, pas juste, ah, vous avez un score, puis vous avez fini votre accompagnement. C'est après avoir une feuille de route, pouvoir mettre votre plan numérique en place, pouvoir faire faire le suivi, puis aussi intégrer, intégrer de la documentation par rapport à vos projets. Mais ça, c'est des choses qu'on espère pouvoir développer par la suite dans des phases 2 phase 3 suivant comment évolue le projet. Puis, comme j'ai dit, ça reste aussi un outil qui sert à l'apprentissage. Donc, ça permet d'apprendre à travers le questionnaire, mais on a aussi rajouté quelques petites choses par rapport à l'apprentissage et les ressources. Donc, là, pour l'instant, c'est quelques définitions ou des fois peut avoir bah, dans le vocabulaire de la transformation numérique, il y a beaucoup de choses on parle de rehaussement technologique, de virage numérique, de transition numérique, de transformation numérique. Puis c'est souvent utilisé comme des synonymes, mais en fait, il y a des petites subtilités pour montrer les différences entre ces différents concepts et notions. Mais ça arrive que même les entreprises de conseil l'utilisent des fois comme synonyme, mais il y a quand même des petites subtilités. Et puis c'est ça, il y a des exemples qui sont mis en lien et
Comme pour les questionnaires, c'est aussi en lien avec votre milieu, donc pour que ça réponde le plus possible aux enjeux et que ça soit le plus inclusif possible aux missions et aux valeurs de chaque organisation. Puis, vous pouvez aussi voir les différents profils, parce que comme j'ai dit, peut-être qu'on va vous donner un profil qui est exploratrice, mais c'est toujours intéressant de pouvoir voir aussi quels sont les autres profils, juste pour voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est fait avant, voir si vous aussi, bah, si vous êtes à un niveau exploratrice, voir si vous aviez fait euh, des leviers d'action qui correspondent au niveau d'avant, et puis voir aussi vers où ça peut s'en aller, puis essayer de voir justement, voir le chemin qu'il y a à faire, puis se dire que qu'est-ce qui peut être fait par la suite, suite aux recommandations et profils différents qu'il peut avoir. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est de partager le plus de notions et de donner de la visibilité pour, euh, pour les organisations. Donc, je fais, euh, donc là, on peut voir l'ensemble des profils. Puis, comme je dis, à travers ce projet, on veut vraiment pouvoir aider l'ensemble des parties prenantes, donc c'est-à-dire ceux qui mettent en place les programmes pour pouvoir justement évaluer les programmes, les accompagnements. On veut aussi que bah, ça aide principalement les organisations, fait que par la suite, elles puissent s'autonomiser, soit avoir la perspective de faire des accompagnements à travers des programmes ou aussi faire leurs projets par eux-mêmes. Puis on veut aussi que ça aide ben, les entreprises accompagnantes, comme les CCTT, comme la Puce, comme Nord Ouvert, comme, comme la DRIC, cet écosystème d'accompagnement, on veut que ça, qu'ils puissent avoir une meilleure visibilité à travers le questionnaire, comprendre où il faut mettre l'emphase et pouvoir faire un accompagnement plus personnalisé et puis pouvoir être directement dans le vif du sujet, puis accompagner au mieux euh, les organisations. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vu dans sa globalité pour répondre aux enjeux de chacun. Et pour l'instant, ça, comment ça va fonctionner? Fait, ça marche par méthode d'approbation. Donc, je vais juste revenir sur. Euh, j'ai pas totalement fini, mais je vais juste revenir sur la présentation. Je vais la mettre en plein écran. Donc, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. On va vouloir commencer la phase de test. Donc, et comment ça fonctionne? C'est pour l'instant, vous pouvez aller sur le site, vous inscrire. Mais ça marche par approbation. Donc, nous, on reçoit une alerte quand des gens demandent. Et puis après, on approuve. Là, pour l'instant, c'est juste pour gérer le flux d'entrée, puis aussi pour faire des accompagnements. Parce que si par exemple c'est lié à un programme ou un accompagnement, c'est juste savoir si c'est en lien avec ce projet. Par exemple, si c'est un accompagnement avec la puce pourra nous prévenir, oh, on accompagne telle organisation, il va faire une demande, juste l'approuver, puis comme ça, par la suite, on va pouvoir faire tout le processus pour partager l'information aussi à la puce et puis que les deux puissent avoir l'information puis collaborer dans le projet de transformation numérique. Donc là, si vous voulez tester l'outil ou en savoir plus, vous pouvez écrire à l'adresse remanence@commercialinnovlog.ca. Et sinon, vous pouvez aussi me contacter. S'il y a besoin, vous pouvez aussi contacter Lamia, ma collègue. Puis si vous vous sentez plus à l'aise de demander en passant par la puce, vous pouvez aussi contacter Kibamba, Maria Elide ou d'autres de leurs collègues. Puis
Ça, ça nous fera plaisir d'avoir vos retours, de tester l'outil, parce que, comme j'ai dit, il y a aussi des perspectives futures. On voudrait pouvoir l'améliorer, mais avant, être sûr que ce qu'on a fait corresponde aux attentes des différentes parties prenantes, et puis voir, voir les premiers résultats de ce travail sur lequel on travaille depuis un bon bout de temps, là, puis on est content de pouvoir faire cette présentation et puis de pouvoir vous partager ce qui a été fait, en espérant euh, que vous avez aimé ce qui a été fait, et que vous allez pouvoir le tester, que vous allez vouloir le tester. Puis voilà, je vous remercie vraiment pour votre écoute. Et puis je suis vraiment, je voulais aussi remercier aussi mes collègues, la puce, pour tout l'accompagnement là-dessus. Puis en particulier aussi ma collègue Valérie Pétrin qui a été un grand soutien. Puis Lamia aussi pour toute la communication autour de ça. Je vous remercie. Puis on est prêt pour vos questions. Super, merci beaucoup Geoffrey. C'était une belle présentation et on a hâte, on était vraiment très contents de pouvoir travailler sur ce projet. Donc, comme vous l'avez entendu, si vous voulez tester l'outil, n'hésitez pas à écrire à l'adresse affichée. Vous pouvez aussi contacter la puce à son adresse que nous allons mettre dans le chat bientôt. Donc, il y a des questions qui sont très intéressantes qui sont rentrées. Donc, je vais commencer par la première qui est là ici dans le chat. La question s'adresse à vous deux. Sentez-vous à l'aise, Marélie et Geoffrey, de répondre. La première question, c'est quelle est la place de l'intelligence artificielle dans la transformation numérique d'une organisation au juste? À votre avis, c'est quoi la place qu'il faudrait donner à l'intelligence artificielle? Je peux répondre. Bah, c'est sûr que c'est un concept de plus en plus, qui arrive de plus en plus. La plupart des outils maintenant, des outils logiciels, intègrent l'IA. Faut quand même vérifier qu'est-ce qui est mis en place parce que des fois, ça reste de l'apprentissage automatique et c'est pas vraiment de l'IA, ça fait vraiment ce que ça faisait avant, c'est-à-dire ça apprend suivant. Bah, ça apprend pas, c'est juste ça prend la donnée et puis ça vous ressort de quelque chose. Mais c'est sûr que là, l'IA est de plus en plus importante. Puis quand on a travaillé là-dessus, c'était en émergence. Donc on l'intégrait euh, comme un outil, comme une solution technologique telle Teams ou un EAP ou un WMS. Maintenant, il y a des choses qui sortent autour du mindset numérique, autour de l'état d'esprit par rapport à l'intelligence artificielle qui montrent que il y a d'autres questions que ça amène. Donc, ça va être intégré, ça a été intégré un petit peu, mais ça va être intégré peut-être différemment. Puis c'est pour ça aussi qu'on voulait tester ça, c'était de voir par rapport aux réponses, est-ce qu'il va avoir plus de choses à mettre par rapport à l'intelligence artificielle en faisant carrément un volet à part à intégrer. Super, Merci, merci. Sophie. Si je peux me permettre de bonifier, j'abonde dans le même sens de Geoffrey, puis je voulais juste amener en fait la réflexion que l'intelligence artificielle, comme tout outil, en fait, ça doit faire partie d'une réflexion collective dans une organisation, parce que ça a des impacts. Donc, souvent, on le voit très souvent dans les organisations qu'on accompagne. Comme les autres outils, on commence un peu à intégrer parce qu'une personne de l'équipe aime bien, puis tu sais, on se donne de la place à des projets pilotes, ce qui est bien. Mais d'un autre côté, sans une mise en place, même si c'est un projet pilote d'une façon plus organisée, ça peut faire en sorte que les organisations se retrouvent, et on le voit très souvent, avec plein d'outils éparpillés qui en fait viennent un peu plus alourdir le processus à l'interne que à apporter des modifications. Et tout ça sans compter l'aspect des sécurités puis des gouvernances des données. Donc, moi, je dirais,
c'est pas comme une place à privilégier, et c'est pas non plus une place à négliger. C'est comme un outil comme parmi d'autres qu'il faut bien cibler, puis identifier, puis réfléchir de manière collective pour l'utilisation. OK. Merci beaucoup, Marie-Lide. La deuxième question, je pense, ça s'adresse directement à toi, Geoffrey. Est-ce qu'il y aura un forum où nous pouvons, cette question nous vient de Geneviève Béliveau. Est-ce qu'il y aura un forum où nous pouvons poser des questions et qui pourraient être utilisées et répondues avec des réponses ouvertes à tous et à toutes? Je fais... ouais, pour l'instant, tous les questions et tout, ça passe plus par le courriel de rémanence. Mais c'est quelque chose qu'on voudrait mettre en place. Puis c'est des questionnements qu'on a eu aussi entre nous, là, mais c'est à voir aussi où ça peut être intégré. On sait que projet collectif a un outil où on peut faire du partage d'informations. Donc, on avait pensé peut-être à ça, mais on voulait aussi avoir les retours des gens pour savoir s'ils trouvaient qu'il y avait une meilleure formule que d'autres. Mais on pensait que avec projet collectif, ça pourrait être intéressant de passer par là, puis de renseigner ces choses-là, puis de, de faire la communication autour. Super. Toujours aussi par rapport à l'outil, quel est le modèle d'affaires lié à cet outil? La question nous vient de Maëva Botrel. Quel est le modèle d'affaires lié à Remanos? Euh, le modèle d'affaires, bah, là, c'est vraiment un outil qui est ouvert à tout le monde. Là, je fais l'objectif, là, nous, on est un CCTT, je fais l'appui, c'est nous, on est des OBNL. Donc, nous, c'est vraiment, le but, c'est que ça serve au plus grand nombre. Puis que ça soit des programmes, que ce soit des accompagnateurs, que ce soit des organisations qui voient une utilité. L'objectif, c'est de pouvoir partager ça parce que nous, notre but, c'est aussi la recherche, le partage de connaissances, puis l'apprentissage, puis s'assurer que l'écosystème québécois, que ce soit dans le milieu communautaire ou professionnel ou privé, puisse avancer. Donc, c'est vraiment un projet de recherche dans le but d'aider le plus de personnes. Donc, suivant les retours qu'il y aura, à voir comment ça peut être utilisé, qui va le mettre. Je sais on a- on envisage des projets, peut-être avec DataAid et tout, si on a fait des demandes de subventions pour essayer d'aller dans ce sens-là. Donc, à voir. Et je vais laisser Marie-Ali continuer aussi. Mais c'est juste, je voulais bonifier que quand on avait commencé à travailler sur le projet au début, justement, on souhaitait que le questionnaire, en fait, s'éloigne un peu de plusieurs outils qu'on voit sur le marché qui sont plus comme une stratégie plus marketing pour que les organisations répondent à des questions puis qu'après soient contactées pour leur vendre des services. Parce que comme disait Geoffrey, on est plus dans une perspective d'un côté, il y a le volet recherche, puis de l'autre côté, c'est vraiment essayer d'être le plus pédagogique possible dans l'accompagnement qu'on fait. Et les questions vraiment ont été pensées pour que les organisations puissent répondre répondre à cette question, mais d'une façon plus informée, en fait. C'est pour ça qu'il y a des exemples, il y a des explications, il y a comme cette volonté que le questionnaire soit répondu aussi en équipe. Il n'y a pas vraiment comme un modèle d'affaires derrière, puis c'est gratuit, accessible à tous. Puis ça va nous permettre d'évoluer de manière euh, conjointe, en fait, avec les différents partenaires qui sont autour de la table pour accompagner les groupes. Donc, derrière ça, il y a plus la volonté d'accompagner les groupes et d'évoluer nous-mêmes aussi dans notre pratique. Super. Merci beaucoup, Marélie et Geoffrey. On continue. Il y a des questions qui sont très intéressantes. Est-ce que vous avez des exemples concrets de transformation numérique dans une entreprise d'économie sociale afin de rassurer les personnes craintives face aux technologies de l'information? Je peux y aller. Ouais. Euh, c'est l'économie sociale, fait que nous, à la plus, on est beaucoup dans l'accompagnement des OBNL puis des entreprises d'économie sociale. Puis
c'est ce que partage Monsieur Pierre Sénécal. En fait, c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans les organisations, pas que des OBNL et des entreprises d'économie sociale. Au final, on voit ça un peu partout. C'est une réalité qui fait partie des constats qu'on fait dans les organisations qu'on accompagne, que ce soit le PME, puis les entreprises privées ou économie sociale. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là? Ben, pour les rassurer, il faut vraiment les inclure dans le processus. Donc, plutôt qu'on les inclut dans le processus de réflexion, puis de leur permettre en fait d'exposer leurs craintes, c'est plus facile d'amorcer cette transformation-là. Puis, ça prend aussi un leadership dans l'organisation, puis des alliés. Tu sais, j'ai dit tout le temps, les alliés sont importants. Quand on va partir en projet, on part de le projet avec les personnes qui croient au projet, parce qu'on ne va pas aller chercher les plus craintifs pour les convaincre de partir le projet. Mais quand on est dans le processus des mises en place, des réflexions, etc., il faut que les personnes, puis il faut que ce soit transparent, il faut que ce soit vraiment bien, que ce soit vrai, qu'on les invite en fait à partager les craintes. Et quand la réflexion s'est faite ensemble, puis qu'on voit les pros, les contre, puis de pas non plus faire des promesses comme quoi la transformation numérique, c'est la perfection, puis ça va être un processus qui est magnifique, plein des belles fleurs dans le... c'est pas la réalité. Donc, quand on fait des fausses promesses, c'est sûr que ça amène aussi à que ces personnes créatives soient encore plus réticentes. Donc, moi, j'ai dit la transparence, le travail collectif, la bienveillance et le leadership aussi pour amener quand même le processus à but. Je sais pas, Super, merci qu'est-ce beaucoup. que tu peux apporter de ton côté? Merci beaucoup, Marie-Lide. On va avancer avec d'autres questions parce qu'on en a pas mal et puis il nous reste à peine 5 questions, 5 minutes. Donc, il y a une question par rapport à la plateforme aussi. Quelles sont les modalités pour s'inscrire sur la plateforme? Je pense que ça serait bien de rappeler les modalités d'inscription, Geoffrey. Et puis, combien d'heures est-ce qu'on estime le remplissage du questionnaire en équipe? Parce que tantôt, tu disais que on encourage en fait de remplir en équipe. Donc, à combien d'heures est-ce qu'on estime cela, s'il te plaît? Oui, je fais bah, pour l'inscription, suffit d'aller sur le site, il y a un onglet inscription, comme j'ai dit, si vous voulez tester, vous avez juste à vous inscrire, puis ça va être à nous de regarder pour faire l'approbation, puis vous allez recevoir une notification qui vous dira que ça a été approuvé, puis vous allez pouvoir tester l'outil. Et puis, en termes de temps, si vous le faites tout seul, je dirais que ça prend 20 à 30 minutes suivant vos connaissances, si vous avez besoin des exemples ou des explications. Après, si vous le faites en équipe, je vous encourage à faire ça euh, plus longtemps. Par exemple, je sais que dans le programme DataAid, ils font souvent des exercices pratiques. Puis des retours que j'ai des organisations, ils essayent de prendre ça varie entre 1 heure et 2 heures suivant le nombre de personnes, puis à quel point ils veulent aller dans le détail pour essayer d'inclure tout le monde et de passer à travers les questions, parce que ça peut amener aussi à des discussions, donc ça va peut-être varier suivant vos discussions et vos échanges avec vos équipes. D'accord. Juste pour clarifier, Geoffrey, donc si on fait le questionnaire en équipe, on n'a pas besoin de créer plusieurs comptes. Donc, il faudrait juste Non, créer un seul compte ouais, et c'est puis ça. ensemble, on complète le questionnaire. Super. Merci Ouais, c'est beaucoup. ça, lui. Oui. Alors, il y a une autre question ici. On va essayer d'avancer vite. Comment assurer un bon suivi après avoir obtenu des résultats sur Rémanence? Comment est-ce qu'on devrait envisager en fait la suite après avoir complété le questionnaire? Oui, là, ça va dépendre si vous êtes accompagné ou non. Normalement, si vous avez un bon accompagnant et tout, il y aura comme une feuille de route qui soit sur la suite. Puis comme j'ai dit, à travers les recommandations et tout qu'il y a, l'objectif, c'est une fois que
par rapport à votre profil, vous avez fait les premières étapes de votre processus. Fait, vous allez pouvoir voir peut-être qu'est-ce qui s'en vient après. Vous allez avoir appris aussi par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à vos accompagnants aussi. Donc, ça fait qu'à partir de là, ça va vous permettre soit de continuer avec vos accompagnants ou avec d'autres programmes, ou sinon ben, par vous-même en voyant la suite et en faisant les suivis par rapport au levier d'action. Puis si vous avez aussi des questions, vous pouvez aussi nous parler. On pourra vous guider s'il y a des besoins. Ok, super. Il ne nous reste plus que 2 minutes. Je ne pense pas qu'on aura l'occasion de prendre d'autres, les questions qui sont plus bas, mais on pourrait conclure cette présentation avec cette question de Maëva. Quelles sont les avenues futures que vous avez en tête pour l'outil Rémanence? Bah, les avenues futures, c'est un peu ce que j'ai dit. On voudrait comme j'ai dit, la définition de mindset numérique. Elle évolue beaucoup depuis 2020 là. Il y a beaucoup de choses qui sont intégrées. Il y a l'IA qui arrive. Donc, puis on voudrait mettre le côté volet éthique, le volet environnemental, le côté IA à l'intérieur. Puis aussi que l'outil évolue comme une plateforme justement où peut-être il y aurait un forum où les gens pourraient communiquer entre eux, partager leur vécu, qu'ils puissent mettre aussi leur feuille de route à l'intérieur, puis que ça devienne plus personnalisé parce qu'avec l'information qu'on aura, on va pouvoir un peu plus traiter la donnée et puis avoir des feuilles de route plus personnalisées. Donc là, ça serait que l'outil, on va dire, qu'il devienne un peu plus intelligent, qui permette vraiment de s'orienter par rapport aux réponses qu'il y aura. Super. Merci beaucoup, Geoffrey. Merci beaucoup, Marie-Lise. Merci à tous nos participants. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce webinaire. Alors, nous avons terminé. Là, juste pour vous rappeler que l'outil peut être testé. Donc, vous pouvez écrire à l'adresse qui était affichée tantôt. Geoffrey, si tu peux juste revenir sur l'adresse, juste histoire que ceux-là qui n'ont pas pu le voir puissent le voir. Et vous pouvez aussi écrire à la puce. J'ai mis l'adresse dans le chat, serviceconseil@commerciallapuce.org pour justement avoir accès pour tester l'outil. Sur ce, nous vous remercions. Merci d'avoir été des nôtres ce midi. Bonne journée.